Bonjour Gilles. Bonjour. Gilles Babinet, donc je suis ravi de te recevoir sur Comptoir IA. Ça fait longtemps, que j'ai essayé de t'avoir. Donc Gilles, toi, tu es coprésident du Conseil numérique depuis 2021. Tu es Digital Champion de la France auprès de la Commission européenne depuis 2013. Et surtout, moi, c'est comme ça que je te connais, en fait, entrepreneur avec, comme tu le mets sur ton profil LinkedIn, clairement, donc 8 startups, 5 exits et 5 livres. Donc, Mhm. bravo pour ce parcours entrepreneurial. Récemment, tu as rejoint, donc la 1re ministre, Élisabeth Borne du gouvernement en tant que membre du comité de l'intelligence, sur l'intelligence artificielle générative. Et donc, j'ai vu aussi quelques-unes de tes chroniques un petit peu sur LinkedIn ou dans les journaux et il fallait absolument qu'on échange ensemble. Bon, bah, super. Écoute, moi, je suis ravi d'être là. Merci Gilles. Alors Gilles, qu'est-ce qui se passe pour toi dans l'IA générative depuis donc 1 an et maintenant, 4 jours? Ça a été une méga révolution? Ouais, c'est une révolution, ouais. C'est vraiment une révolution. Heu, les technologies, elles étaient déjà là, hein. Le papier sur les transformers, il date de Ouais. 2017, et tout le monde voyait bien dans les labos qu'on pouvait, faire des ontologies larges. Mais la force d'OpenAI, ça a été de créer, l'interface qui fait que tout le monde peut comprendre comment ça marche, l'utiliser et tout ça. Et en fait, c'est ça qui fait les révolutions. C'est-à-dire que si on regarde les grandes révolutions dans l'informatique, en réalité, ceux qui ont permis qu'on puisse utiliser un ordinateur, ils ont créé une interface graphique. Ils n'ont pas Ouais. créé une technologie particulière. Voilà, c'est ceux qui ont amené le web, par exemple, Bien sûr. Tim Berners-Lee, en faisant en sorte que on puisse utiliser Internet de façon simple pour tout un chacun. Euh, Mmh. voilà, c'est ceux qui ont inventé le moteur de recherche. C'est des trucs qui simplifient la vie des gens. Et donc là, on avait une technologie qui est extraordinaire, mais qui était sur étagère, compliquée à utiliser et qui a été profondément simplifiée. Et c'est pour ça qu'on peut qualifier ça d'une révolution, à mon avis, l'une des plus importantes de l'histoire de la technologie. C'est donc, c'est colossal. J'ai vu là-dessus que tu disais aussi un truc, intéressant, c'est qu'il fallait pas non plus se limiter à donc au hardware, en prenant par exemple l'histoire de Cisco en 2000, où tu nous rappelais que c'était, à cette époque-là, la 2e société la plus valorisée du monde après, Microsoft. Et aujourd'hui, ben, Cisco, en tout cas, c'est plus ce que c'était. Heu, donc, dans le palmarès des entreprises tech les mieux cotées, la Ouais. valeur, c'est un petit peu déplacé, quoi. En fait, je disais pas que il faut se méfier du hardware, je disais que la valeur se situe généralement pas là où on le croit. Mmh. Euh, Parce qu'on fait des analyses simples, on regarde la boîte qui est la plus grosse, qui a la plus forte croissance, qui bouge l'univers au moment où on regarde, mais on se donne pas souvent la peine de se dire, en fait, finalement, comment on peut se décomposer la valeur, qui finalement va cristalliser, capitaliser les utilisateurs. À mon avis, la limite de Cisco, c'est que en fait, ils n'ont pas ce qu'on appelle d'effet de réseau. C'est-à-dire Ouais. que s'ils veulent augmenter leur chiffre d'affaires, il faut qu'ils vendent plus de boîtes, quoi. Donc c'est plutôt une boîte très industrielle en réalité. Alors que si je prends, je sais pas, un Google, s'ils veulent avoir peut-être 1 million d'utilisateurs supplémentaires, ils ont qu'à racheter un tout petit serveur et tout d'un coup, ils ont un potentiel avec 1 million de personnes en plus. Donc Bien sûr. l'effet de levier, il est énorme dans ce cas-là. Et c'est vraiment la caractéristique propre de l'Internet, ce qu'on appelle la loi de Metcalfe, Ouais. qui consiste à capitaliser sur le coût marginal de distribution. Mmh. Gilles, toi, donc, les tools d'IA générative que tu utilises le plus dans ton quotidien, c'est lesquels? Bah, en fait, j'utilise GPT-4, mais Mmh. aussi 3.5 d'ailleurs. Euh, et, euh, et voilà, j'ai des usages assez basiques. Je pense que l'usage le plus commun, c'est que je prends un document un peu long, Ouais. je l'avale, et puis après, je pose des questions sur ce document. Voilà, ça me fait gagner du temps pour lire de la recherche, par exemple. Euh, Oui. voilà, je fais pas mal ce genre de choses. En mode synthèse et conversationnel, quoi. OK. Ouais, l'autre jour, j'ai pris le PNL d'une startup et je me suis amusé Ouais. à lui poser des questions. Je comprenais pas comment marchait la décomposition du chiffre d'affaires.
et je me le suis fait super bien expliquer, quoi. Notamment parce qu'il y avait des acronymes que je connaissais pas, et que manifestement, ChatGPT connaissait. Ah, très bien. Tu lui as donc demandé de t'expliquer, comme un garçon de 5 ans ou un investisseur, rookie? Ouais, 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 c'est la beauté de ces trucs, c'est qu'on peut être complètement Bien sûr. idiot, ils ont pas de Mmh. problème. D'ailleurs, c'est un des problèmes qu'on observe dans les classes, c'est quand les gamins osent pas redemander après qu'ils n'aient pas compris une première fois, bah, ils Mmh. sont paumés pour de bon. Tu as raison, c'est génial et on face à ChatGPT, en tout cas, en général, on n'a pas trop peur de redemander les choses et donc ça, c'est trop cool. Gilles, il se passe, on est à la veille aujourd'hui d'une réunion cruciale, sur l'AI Act. Ça fait un moment qu'on en parle, il y a une grosse réunion demain, le 6 décembre. On est donc sur, les trilogues entre le Parlement, la Commission, le Conseil de l'Europe. Hem Et aujourd'hui, ben, à la veille de cette réunion, on a l'impression qu'on n'a toujours pas trouvé, un statu quo entre les différents acteurs, au niveau, étatique ou au niveau européen. Il y a une question en particulier sur la régulation des modèles fondationnels, et on a un exemple sur le sujet qui est Mistral. Heu, Comment est-ce que tu vois toi l'évolution là en ce moment sur les AI Act? Alors je vais te dire, j'ai pas lu les dernières discussions, sur le Mmh. sujet. J'ai compris que ça il y a 2 points maintenant qui semble-t-il coincent, Ouais. là-dessus. On va voir, ce qu'il en ressort. Mais c'est toujours la même chose en Europe, c'est-à-dire que, Mmh heu, mh. on n'a pas du tout la même perception du risque, que, Ouais. les Américains. Je pense que le fait d'avoir eu 2 guerres mondiales chez nous, ça nous donne une appréhension différente de ce que représente le risque. Et puis, on est quand même un vieux continent. On est un continent où la notion de découverte, elle est moins présente que quand, on est sur un continent où, en tout cas, ceux qui sont actuellement là-bas, ça fait un siècle et demi qu'ils y sont, quoi. Bien sûr. Voilà. Et donc, je suis de ceux qui pensent que, bah, il faut accepter qu'il y ait une part de risque dans la marche du progrès, et qu'elle se déploie et qu'elle s'exprime pour qu'on puisse mieux la réguler, plutôt que de dire, on a peur de tout et on va commencer, par réguler avant de créer, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Donc, a priori, tu serais dans le camp, en tout cas, de ceux qui diraient que sur les modèles fondationnels, par exemple, ils doivent être, exempts de la régulation, Ah non, non, je pense de pas qu'il l'AI doit être Act? de la Mmh. régulation, mais parce qu'il y a plein d'autres points sur lesquels, ça fait du sens, mais Mmh mh. de, entre guillemets, «quasiment les criminaliser», ça me Oui, semble dangereux parce que moi, oui, je suis, le patron de Mistral, bah, je saute dans l'Eurostar et puis je traverse la Manche, quoi, et terminé. Hem, ça c'est clair voilà. et on a besoin d'acteurs, français et européens, quoi. Bah, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Alors justement, ta vision, Gilles, sur le marché français de l'IA générative. Moi, personnellement, j'évolue pas mal dedans. Je vois quand même pas mal de supers entrepreneurs, de super boîtes. Tu as cité Mistral, mais il y en a d'autres, hein, il y a Gladia, je ne sais pas si tu connais, Jean-Louis, Koeginer que j'ai reçu ici, qui fait du Non, speech je to connais text, pas qui est très bien. super. Ah ouais, il Ah fait bah du écoute, speech to text? extra, extra. Ouais, Je ouais. crois que je l'ai croisé, en fait. Il Ouais. me semble que je l'ai croisé, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Non, non, il est super. Tu as Argile, après tu as quelques exemples aussi, Poolside, des boîtes avec des entrepreneurs américains qui viennent en France pour nos talents, on va dire en grande Ouais, partie. ouais, bien sûr, ouais. Ça, c'est un cas intéressant aussi, en tout cas. Ouais. Comment tu vois, toi, ce marché, de l'IA générative français? Tu le trouves, dynamique, Ah, je pense qu'on a un axe de spécialisation. C'est-à-dire, on a un truc qui est assez rare, sur lequel, en réalité, ben, on a formé des gens parce que c'était un peu au croisement, de la logique, des maths, et du code. Et Oui. à Polytechnique, à Normal, on forme des gens qui sont parmi les meilleurs au monde sur ce sujet, quoi. Et donc on a une surreprésentation d'acteurs. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu ça et il faut le protéger, hein, il faut les protéger. Mmh. Ouais. C'est, heu, Bien sûr. Hem
J'ai vu, donc que tu travaillais, je le disais tout à l'heure, hein, au niveau gouvernemental. Donc je trouve ça génial qu'il y ait des initiatives et des représentants comme toi, sur ce sujet au niveau gouvernemental. Hem, je voulais te demander un petit peu par curiosité, enfin, comment ça se passe ce travail auprès de la première ministre? Vous êtes quelques experts un petit peu qui sont consultés sur ces sujets IA? On est Hem, 15 et ouais. l'objectif, c'est de travailler sur différents thèmes. Il y Mmh. a la culture, les enjeux de souveraineté, les enjeux d'inclusion, tout ce qui est la transformation de la sphère publique, éducation, santé, etc. Et l'objectif, c'est de rendre un rapport fin janvier à la Première ministre sur ce qu'il faudrait faire pour que cette petite étincelle arrive à se développer et à faire quelque chose, un vrai écosystème français, quoi. Ouais, OK. Et alors et dans l'idée ensuite, tout ça, ça se diffuserait peut-être sur les différents ministères quoi, aussi? Alors pour la partie effectivement administration publique, ouais, l'idée c'est de faire quelque chose de systémique qui touche tout le monde. Mmh. Ouais. Heu, il se trouve que c'est moi qui m'en occupe, donc je la connais un Ah peu. top. Ouais, heu et donc Mais c'est alors, est-ce que là, Gilles, est-ce qu'on parle de, grosso modo, la relation, tu vois, entre l'État et les fonctionnaires ou l'État et les citoyens, avec l'IA générative? bah, ouais, entre autres choses, ça passe partout effectivement, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que, l'IA générative soit une opportunité pour la fonction publique en interne? Moi, je pense que c'est pas très compliqué parce qu'en réalité, ils font plein de trucs qui sont hyper roboratifs, hyper taylorisés, Ouais. et donc on peut retirer ça et faire en sorte qu'ils se concentrent sur des trucs à plus forte valeur ajoutée. Et finalement, il y a tellement de besoins que, je veux dire, je ne vois pas excessivement de raison d'être inquiet pour les agents de la fonction publique. C'est-à-dire que l'inquiétude, peut-être, elle vient de gens qui ne voudraient pas se remettre dans une posture d'apprenant, parce qu'il faut changer de façon de travailler et tout ça. Mais sur le fond, je pense pas qu'on est face à un plan social massif où on a une IA centrale qui s'occupe de tout et on n'a plus d'agents de fonction publique, quoi. Ouais. Ouais, ouais, je vois bien. Moi, ça me fait penser, tu vois, un peu à des professions aussi, médecins, professeurs, sur lesquels, ben, tu as quasiment on parle de burn-out de temps en temps et dans cette fonction publique, on peut imaginer que tu viens de le dire, plein de tâches roboratives sur lesquelles ces modèles peuvent être excellents, quoi et permettre de gagner un temps de dingue. Non, mais c'est clair, c'est évident, c'est, le truc, c'est qu'il faut le construire, Mmh. il faut créer l'expérience. L'expérience, le sujet de la santé est vraiment intéressant, on y travaille beaucoup. Ce que je vois, va vraiment à l'encontre des présupposés qu'on entend partout sur le fait que les médecins vont plus faire de diagnostics, et cetera. C'est totalement faux, en réalité. Pour des tas de raisons, qui sont que les datasets sont pas encore, disponibles et vont mettre beaucoup de temps à l'être, sur le fait que, ben, tout ce qui est, on va dire la médiane des cas, c'est facile, mais que les cas particuliers, on sait pas traiter. Voilà, donc je veux dire, il faut faire attention à ce qu'on lit dans les médias et tout ça, qui sont souvent, c'est pas que c'est une exagération, c'est que c'est faux en réalité. Et ça crée beaucoup d'angoisse et ça empêche de construire de façon organisée une transition vers l'utilisation de ces outils. Mmh. Ouais, tout à fait. Heu Dans l'utilisation de ces outils par, l'État, donc par les fonctionnaires, il nous faudrait pouvoir nous appuyer, est-ce que sur des technologies françaises, souveraines? C'est un long débat. Ça, Des c'est certain. modèles français? On Ouais, occupe ouais. la verticale souveraineté. Mmh mh. Qu'est-ce que c'est la souveraineté? C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que utiliser des clouds américains, c'est bien ou c'est mal? Mmh. Alors, c'est mal parce que c'est des clouds américains, mais c'est bien parce que c'est les technologies les plus évoluées, qu'elles sont sur étagère et qu'on gagne un temps fou à les utiliser en réalité, sur Ouais. ce genre de choses. Est-ce que, faire appel à, je sais pas, une suite bureautique de type,
Google, c'est bien ou c'est mal? Mmh. Ben, c'est pas terrible parce que, évidemment, enfin, c'est la même chose, c'est le même raisonnement. Est-ce que faire Bien venir sûr. un laboratoire d'intelligence artificielle de Google en France, c'est bien ou c'est mal? Ben Mmh. non, parce que sinon les mecs, ils seraient barrés à travailler aux États-Unis et qu'en fait, en restant en contact avec l'écosystème, il faut monter le niveau de l'écosystème. Ouais. Heu, donc ça déjà, c'est une chose qui me semble importante à dire. Puis après l'autre aspect, c'est que les Américains, c'est généralement nos alliés, mais pas toujours. Et que, Mmh. si Trump, il revient au pouvoir et qu'il décide que finalement les Français, ils sont fatigants, et que, une bonne façon de faire c'est un scénario catastrophique, mais comme le type est dingue, en réalité, qu'est-ce qui nous empêche de penser que ça puisse arriver un jour? Hem, voilà, donc il je dirais Attends, que excuse-moi, Gilles, ça a coupé pendant 2 secondes au moment où tu disais, oui, que Trump, par exemple, il pourrait imaginer faire il quoi? il pourrait couper, tous les Ouais, services d'infrastructures logicielles, qui vont OK. vers l'Europe. Ça, c'est un scénario qui semble, exagéré, mais quand on lit, ce qu'il dit, actuellement sur la façon dont il va reprendre le pouvoir, et la Mmh. façon dont il va faire une épuration massive, moi je pense qu'il reprend le pouvoir, ça va être compliqué pour les États-Unis et pour les partenaires des États-Unis, donc il faut faire attention à ça. Bien C'est, sûr. mmh, Bien sûr. Oui, donc bah, des technologies qui sont souvent bah, les meilleures en tout cas, donc il faut pas forcément renoncer. Après par contre heu, sur certains points, hyper importants, comme la défense, heu, des sujets très sensibles, peut-être faire en sorte de pouvoir se préserver un petit peu du contrôle américain, quoi. Mmh. ouais, la défense, on est, malheureusement, on est en retard d'une guerre sur ces sujets. Mmh. C'est, Ouais. vraiment dommage, je pensais qu'on arriverait à remettre un peu le l'IA au milieu du jeu, mais c'est pas le cas du tout, quoi. On est très, Ouais. très en retard. Ouais, ouais, ouais. Hem D'accord et donc mais donc ça veut dire que, en tout cas, demain, on peut s'attendre à ce que, bah, les fonctionnaires utilisent ces modèles, mais tu as raison, hein, comme ils utilisent une suite bureautique, et heureusement parce que sinon, ça serait vraiment difficile et nous en tant que citoyens, potentiellement interagir aussi avec, ben, des chatbots peut-être ou des avatars pour avoir un meilleur accès à l'information sur, des services, gouvernementaux quoi ou de ministères. Ouais, je pense que là, ce qu'on a Et vu gagner un temps incroyable potentiellement. Voilà. exactement. Mmh. Moi, j'ai ma déclaration des impôts, je l'ai fait avec, ChatGPT, hein, et ça a Mmh. été vraiment hyper rapide, hyper simple, je vérifie évidemment, mais ça fonctionne et je pense que l'une des choses que font bien l'IA, c'est enjamber les silos. C'est-à-dire que quand je dois aller chercher un papier, je sais pas moi, au dans telle administration et puis dans telle autre et tout ça pour, faire un dossier qui me permettra d'avoir je ne sais quoi, ben, a priori, si ces services sont en ligne, une IA, elle le fait en quelques secondes, quoi, Ouais. et elle va chercher ces choses-là. Ouais, ouais, c'est sûr. Voilà, donc Hem, c'est, effectivement une après les 250 services publics qui ont été numérisés, avec grande difficulté, mais qui ont créé finalement quasiment, des révoltes à l'égard de ces services, hein. Les gilets jaunes, il y a beaucoup de sujets qui traitent de la complexité administrative numérique, hein, dans ce qu'ils expriment. mmh, Eh bien, on va peut-être avoir une vague de simplification. mmh. OK. J'ai vu dans une de tes tribunes là un petit peu, un passage que tu nous donnais sur, ces IA. Donc on vient de dire qu'elles étaient très efficaces, et très puissantes comme la programmation, mais qu'aussi peut-être que demain on allait aussi leur donner l'accès à nos données personnelles et volontairement. J'en avais parlé avec Stéphane Mallard qui avait un concept un petit peu celui du majordome ou celui de l'agent qui nous rend service. Donc avec des agents qui nous connaissent mieux que personne, qui ont toutes nos données et qui peuvent et c'est là que tu donnais ces exemples, hein, et à la veille des vacances de Noël, en tout cas, moi, je viens de les tester, organiser nos vacances, réorganiser nos réunions et avoir, une société appuyée, en fait, par des centaines de millions d'assistants IA, qui iraient beaucoup plus vite sur ces tâches-là et qui communiqueraient entre elles.
C'est une vision que tu as, celle-là, de ces agents pour nous épauler au quotidien? Ouais, c'est une vision, très commune aux États-Unis, hein. C'est vraiment, ça fait très longtemps que ce sujet est évoqué, c'est-à-dire, le fait de l'assistant personnel. Oui. C'est, une vision qui est publiquement exprimée par Yann Lequin, mais aussi par Sam Altman, qui, Mmh. a dit que, il allait mettre 1 milliard de dollars dans la création d'un smartphone, en réalité, qui permettrait d'être un assistant personnel. Donc il y a 2 types d'IA, qu'on perçoit à moyen terme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un téléphone, je suis capable d'embarquer dans un téléphone, on va dire, 30 gigas de mémoire vive, heu Mmh. et que je peux installer un modèle qui est en edge, c'est-à-dire que je traite directement. Heu, je peux avoir plusieurs, modèles d'ailleurs, je peux potentiellement avoir plusieurs modèles qui sont des modèles spécialisés et ce modèle, ça sera mon assistant personnel, en réalité. Je pourrais lui dire: «Écoute, organise-moi les vacances», il prendra les billets de train, les billets d'avion, les hôtels et cetera. Il connaîtra précisément mes goûts, il sait que je veux aller plutôt au soleil, plutôt dans un truc culturel, et Ouais. cetera et il sera capable de faire ça. Puis l'autre caractéristique, c'est qu'à l'autre bout, il y a, des IA infrastructures, donc qui gèrent les infrastructures. Ça peut être des infrastructures de transport, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être ce qu'on veut et qui vont arbitrer avec ces infrastructures. Et donc, il y aura effectivement une communication, tripartite entre des IA compagnons, enfin des assistants personnels, des IA infrastructures et des IA compagnons entre elles. Mmh. Donc le cas classique, c'est: je veux bouger un rendez-vous, je me rends compte que, je suis dans une société, puis, je peux pas être à la réunion de 10 heures. Ben, il faut que j'appelle 10 personnes, que j'envoie des mails, que j'ai des acquittements de mails et puis eux, ça me met le bazar dans leurs, agendas, donc ça redécale d'autres réunions et tout ça. Ça, des IA savent le faire de façon assez simple. C'est de la théorie des jeux de Nash, c'est ce qu'on Mmh. appelle des négociations compétitives ou coopératives, et on met un poids sur les valeurs, que l'on juge importantes et en fonction de ça, ça traite ces notions-là. Donc, c'est effectivement, je pense, une des notions qu'on va voir apparaître avec l'intelligence artificielle, à moyen terme. Mmh. Excellent. Ces IA, il va falloir qu'elles communiquent entre elles, peut-être qu'on leur donne, la possibilité de prendre des décisions financières entre elles, une délégation sur nos comptes bancaires? Alors, oui, potentiellement, on a déjà des délégations sur nos comptes bancaires, hein, puisque, Mmh. moi, quand je loue, Mmh. une petite voiture électrique dans Paris, bah, en fait, ça prélève de l'argent sur mon compte Bien en sûr. fonction du temps que je l'ai gardé, du nombre de kilomètres que j'ai fait, le prix est variable sur ce genre de choses. Donc, ça, c'est pas un problème. Je pense que le problème, c'est plus la supervision. C'est-à-dire que les IA, ça hallucine et donc, à un moment, ça peut faire des trucs que je souhaite pas et donc la question, c'est, effectivement, est-ce qu'on les laisse être des agents autonomes, et donc, organiser mon agenda sans me demander, le faire tout seul et cetera? Ou est-ce qu'on les garde avec un niveau de supervision élevé? C'est un peu la même chose Mmh. qu'une catégorie de conduite. C'est-à-dire que, Ouais. je conduis, mais j'ai toujours les mains sur le volant, je conduis, mais je peux ne plus regarder la route, donc en catégorie 3. En catégorie 4, je fais vraiment ce que je veux, j'ai juste un volant au cas où ça part en vrille. En 5, j'ai plus le volant, quoi. Ah, Hem les catégories de l'autonomie, tout à fait. Mmh mh. Donc on a un peu ce dilemme-là sur, la façon dont on va mettre en œuvre ces technologies, mais leur vocation à moyen terme, c'est d'être relativement autonome et l'une des choses qui est apparue avec le monde moderne, c'est la perte de temps, que l'on a parce qu'on est face à des systèmes sophistiqués. Ces systèmes sophistiqués, ils ont un coup de frottement, enfin un comment dire? Un frottement de transactions qui est élevé et qu'on n'arrive pas à réduire. Heu, Mmh. voilà. Tu penses qu'on va réussir, oui, on va avoir du mal à faire en sorte qu'elles arrêtent d'halluciner, complètement?
Alors, ce que je lis beaucoup, hein, c'est Ouais. que les modèles larges sont quand même assez condamnés à moyen terme. Ce qu'on verra sans doute, c'est apparaître des modèles qui sont des Ouais. plus petits modèles, mieux maîtrisés, Mmh. avec des ontologies plus spécialisées et qui seront synchronisés par-dessus, quoi. Ça, je pense Mmh. que c'est un peu le cas d'OpenAI qui, semble-t-il, fait fonctionner GPT-4 de cette façon-là. Ouais. Et, et, et voilà. Et donc là, c'est la course au modèle avec l'Université du Royaume-Uni qui a sorti un modèle à je ne sais plus combien, mais Ouais. c'est le plus gros modèle de tous. Voilà. Mais c'est pas pertinent en réalité. C'est-à-dire que Mmh. l'objectif, c'est plutôt de faire maigrir les modèles. Donc, vraiment une cure très forte de maigreur, d'augmenter la qualité du modèle intrinsèque là-dessus, et d'être capable de filtrer ce qui rentre à l'intérieur. Ouais, très bien, très bien. Donc, on se dirige vers, de la spécialisation des modèles, peut-être aussi plus de frugalité, tout ça, ça va être intéressant. L'open source, c'est pour toi, c'est intéressant? On peut avoir des modèles de bon niveau sur l'open source? Ouais, je pense je comprends pas que ce soit encore un débat en réalité. C'est-à-dire Mmh. que euh, je pense que la puissance, elle est à deux niveaux. Elle est elle est à trois niveaux. Un, dans l'ouverture des modèles, pour avoir une communauté qui travaille dessus. Ce qu'on ferme, c'est deux trucs, c'est l'implémentation. Donc j'ai, dans le cas d'OpenAI, différents modèles et je dis pas comment ça se passe entre ces modèles, Bien sûr. là-dessus. Et le front-end, le design, comment je fais pour que j'ai un pré-prompt, qu'on ne le voit pas, et que je sois capable d'amener une UX où j'ai des questions qui ont une continuité, où ça fonctionne. Voilà. Bien Donc, sûr. et ça comprend le single sign-on, c'est-à-dire le fait d'avoir des gens qui sont logués Mmh. et donc qui m'appartiennent en réalité, enfin qui appartiennent pas à moi, mais à OpenAI en l'occurrence. Euh, et ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait et après, bah, ça fait aussi des modèles aujourd'hui qui sont, bah, pour l'instant plus performants, qui ont quelques mois d'avance et qui sont plus sûrs, en tout cas, qui font des réponses qui sont plus maîtrisées, mais selon les biais de l'entreprise qui les développe, quoi. Ouais, exactement. Mmh. Alors, les biais, on en aura toujours, et puis ils sont presque souhaitables dans certains égards, c'est-à-dire que si je travaille dans un endroit, par exemple une centrale nucléaire, je veux bien avoir un biais sur la sécurité, par exemple. Clairement, clairement. Et, On est bien d'accord. ouais. Mais je pense que c'est important de le dire, c'est que, en fait, ce qu'on appelle des biais, c'est aussi des traits culturels. C'est la façon dont on s'exprime. Les Français s'expriment pas comme d'autres pays. Ils se coupent la parole, ils parlent fort. Enfin, ils ont tout un tas de trucs qui les rendent caractéristiques. Bon, ben ça, c'est des biais, mais c'est des biais bienvenus d'une certaine manière. Mmh. Oui, oui, tu as raison. Je pense que, biais, il y a une connotation, trop négative, un peu comme, la critique, quoi et en fait, il peut y avoir un intérêt dans certains cas. Gilles, est-ce que tu as une timeline pour l'AGI, ou la super intelligence? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois arriver? J'ai envie de dire un peu par esprit de contradiction, j'aurais tendance à dire dans très longtemps ou jamais. Mmh. Mais j'ai deux choses. D'abord, je pense que quand l'équipe de Sam Altman, ou lui-même d'ailleurs, parle de ces sujets, il faut être extrêmement méfiant parce que il y a une part de marketing, en réalité. Consiste à dire on est les meilleurs, c'est nous qui voyons ce qui se passe et venez chez nous, quoi. Donc il ne faut pas leur accorder la moindre confiance à eux comme à leurs concurrents. Ça, Mmh. je crois que c'est important de le dire. La deuxième chose, c'est que quand on parle avec les gens qui sont dans les labos, donc qui ne sont pas chez Microsoft ou OpenAI ou ailleurs, ils Ouais. ont tendance à dire qu'ils ne voient pas très bien comment ça peut arriver, quoi. Moi, l'autre jour, j'étais en train de parler avec des scientifiques qui me disaient, mais en réalité, la notion de sens commun,
ça sortira pas de ce système stochastique, quoi. C'est pas possible. Il va falloir qu'on revienne sur de l'IA symbolique, sur des trucs qu'on a abandonnés il y a 30 ans, pour recréer ce genre de choses. Et donc la discipline actuelle qui va très vite, qui accélère très fort, c'est peut-être en réalité un vrai cul-de-sac à l'égard de ce sujet. Si AGI devait exister, c'est probablement dans d'autres branches de l'intelligence artificielle et du machine learning qu'il serait capable d'émerger. Donc je suis plutôt pessimiste et je m'oppose pas mal à un certain nombre de personnalités très vocales sur le sujet en France, sur ce sujet. Mmh. Ce que tu dis est intéressant, c'est vrai, je pense qu'il faut jamais oublier l'aspect commercial, d'un Sam Altman sur, OpenAI et après on est un petit peu de temps en temps troublé parce qu'on se dit, bah, c'est peut-être eux les plus avancés aussi quand même du monde sur ces technologies, mais avec cet angle, pour le coup, tu vois, commercial et peut-être la volonté de faire un truc autoréalisateur et je suis d'accord avec toi quand on parle à des chercheurs, hein, de pointe dans les labos, on a une vision un peu différente en tout cas et pourtant et ces chercheurs parlent tous entre eux, et ce qu'on peut se dire, c'est que si on voyait vraiment AGI super intelligence ou QStar poindre, en gros, ben, le top chercheur français, souvent, il en aura parlé, à un des top chercheurs de OpenAI, quoi. Mmh. Gilles, dernière question, est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous recommander? Un livre ou un film de science-fiction? Écoute, en fait, moi, ce que je dis, mais de toute façon, c'est pas des choses que je recommande parce que tout le monde les a vues, mais je trouve intéressant que la science-fiction ait régulièrement évoqué à la fois 2 thèmes majeurs du domaine des technologies informationnelles, c'est les réseaux, TCP/IP. Par exemple, quand je regarde Star Wars, je vois l'empereur en hologramme et tout. On sent que l'enjeu de la communication est stratégique, quoi. Et Mmh, puis, quand je regarde 2001 de l'Odyssée de l'espace, je vois HAL, AGI, s'il en est. Euh, bien sûr. donc, je trouve intéressant que finalement, on ait d'abord commencé par construire le système nerveux de la science-fiction, et puis après, on a construit le système intelligent, en réalité. Mais c'est là. Voilà. Donc, je voudrais juste rappeler combien ces notions sont structurantes dans l'histoire de la technologie. Bien Euh, sûr. Après, pour moi, dans les auteurs de science-fiction, celui qui a le plus adressé euh, il y a deux auteurs que je trouve incroyables. Euh, c'est Huxley, je pense, qui a vraiment une vision même encore plus loin que là où on est aujourd'hui sur ces sujets. Et puis, c'est un auteur américain d'origine française dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Mmh. Euh, c'est pas Herbert, c'est un autre. Ouais, Euh, ouais, ouais. et qui a écrit Why Sheep Dream of. Oui, alors Philippe Cadic. Philippe Ah, Cadic. Cadic, pardon. Cadic, Bien exactement. sûr. Mmh. Cadic, complètement. Exactement, les robots rêvent de, brebis, électriques, Voilà, quoi, c'est ça. enfin, C'est tout ça, à bah, tu fait. vois, plus fort que moi. Bon, ça, Mmh. alors, il se trouve que moi, je l'ai lu il y a quoi, 2 ans, un truc comme ça. Mouton électrique. Ouais. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à écrire mon dernier livre qui est Comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet. Euh, Mmh. voilà. Il est sorti quand ce livre, Gilles? Je sais pas, dans les années 50, je pense, ou 60 Ah peut-être. oui. Ah oui, non, non, je parlais du tien, hein, Ah, le mien, il est sorti excuse-moi. il y a 6 mois. Ah oui, très Ouais, bien. Mmh, parfait. ouais, je te dis Jacob. Super. Ça ne vaut que Eh 20 ben, €. parfait. Eh ben, bonne lecture pour les vacances de Noël, en tout cas, dans ce cas-là. Gilles, merci beaucoup d'avoir, pris le temps de participer au podcast. Merci Écoute, beaucoup c'était un plaisir. pour toutes tes réponses, c'était super sympa. Je te dis, Bon, à super. bientôt. Ouais, à bientôt. Merci.